Le policier pensait avoir réussi à humilier un homme noir en uniforme sans subir de représailles, pour ensuite constater que ses actes ont rapidement changé lorsque le général a passé un appel qui amènerait tout le poids du Pentagone à sa porte. Ce qu'il pensait être une brève rencontre s'avérerait tout sauf le cas. Le général Carlton Deye avait parcouru d'innombrables fois ce tronçon d'autoroute entre l'Albanie et les Amériques, la Géorgie. Les routes sinueuses, les forêts sans fin, les stations-service des petites villes avec leurs pompes usées par les intempéries, tout lui était familier. Cet itinéraire était comme le dos de sa main. Mais ce jour-là, son GPS a mal fonctionné suite à une récente mise à jour, perturbant sa navigation habituelle. Il repéra une aire de repos en gravier juste après un panneau vert délavé marquant les limites de la ville. Sans hésitation, il ralentit et se gara, mettant la voiture au point mort. Attrapant son téléphone, il tapota l'écran de son appareil crypté de qualité militaire, conçu pour s'éteindre complètement en cas de falsification. Vêtu de façon décontractée d'un simple polo et d'un pantalon, sans aucune marque militaire visible, il n'a pas ressenti le besoin de sa veste, qui était pliée sur la banquette arrière. Quelques minutes suffiraient, pensa-t-il. Mais le bruit du gravier crissant derrière lui l'a amené à jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Une voiture de police, ses feux clignotants mais aucune sirène ne retentissant, s'arrêtait. La voiture de patrouille était vieille, avec des bosses et des inscriptions fanées du shérif sur le côté. La portière du conducteur s'ouvrit et un grand officier blond avec ses cheveux en chignon serré en sortit, des lunettes de soleil d'aviateur perchées sur son nez, une main posée sur l'étui de son arme. Elle ne s'est pas approchée avec prudence. « Bonjour. Pas de licence ni d'enregistrement, monsieur ?» dit-elle brusquement, se dirigeant directement vers le côté conducteur et frappant du poing contre la vitre tape, tape, tape. Carlton baissa la vitre à moitié. « Bonjour, officier. Quel semble être le problème ? » demanda-t-il d'un ton égal mais autoritaire. Elle fit une pause, jeta un coup d'œil à son GPS avant de plisser les yeux et d'inspecter l'intérieur de la voiture. « Où vas-tu ? » a-t-elle demandé. Les yeux de Carlton se posèrent brièvement sur son insigne Wilburn. Sa voix restait ferme, mais ferme. « Je corrige juste une erreur, » répondit-il calmement. La policière, qui s'est identifiée comme étant Wilburn, a pris du recul et a ouvert son dossier. « Je vais avoir besoin que vous descendiez du véhicule. Vous êtes sur un terrain privé, une zone connue pour ses déversements illégaux. Vous correspondez au profil. » Carlton ne répondit pas immédiatement mais recula légèrement. Elle se rapprocha, la main sur la poignée de la porte. Carlton expira lentement et ouvrit la porte, ses mouvements délibérés. Il avait l'habitude d'être sous-estimé, que ce soit en Irak, en Bosnie ou même à Washington DC. Mais être traité de cette façon par quelqu'un dans son propre pays, en particulier par un collègue officier en uniforme, était inacceptable. « Je sors, » dit-il d'une voix mesurée. « Mais laissez-moi être clair, je n'ai rien fait de mal. » Wilburn haussa un sourcil. « Vous n'êtes pas coopératif, » a-t-elle fait remarquer. « J'ai suivi toutes les instructions que vous avez données, » répondit-il d'une voix égale. Elle l'a guidé vers l'arrière du véhicule. Il n'y avait ni caméra de recul, ni caméra corporelle. La radio crépita, mais elle ne répondit pas. Elle lui a ordonné de poser ses mains sur le coffre de la voiture. Carlton hésita. « Madame, je suis un officier militaire, » dit-il doucement. « Ma carte d'identité est à l'intérieur du véhicule. S'il vous plaît, permettez-moi de la récupérer. » J'ai dit, les mains sur le coffre, claqua Wilburn, attrapant son bras avec une force inutile, le tordant derrière lui. Sa paume heurta le métal chaud et elle écarta les jambes. Carlton n'a pas résisté. Il ne parla pas, mais murmura doucement, « Vous faites une erreur. » À ce moment-là, une camionnette qui passait a ralenti, la femme assise sur le siège passager abaissant sa vitre juste assez pour enregistrer la scène avec son téléphone. Un adolescent assis sur la banquette arrière filmait déjà. Personne n'est intervenu, mais tout le monde regardait. Il y avait quelque chose de troublant dans le comportement de l'officier, il s'agissait davantage d'affirmer son autorité que de rechercher la vérité. Wilburn, qui respirait maintenant plus fort non pas à cause de l'effort mais parce qu'elle réalisait de plus en plus qu'elle était au-dessus de sa tête, était sur le point d'aggraver encore la situation. « Je ne vais pas me répéter, » aboya-t-elle, la voix tendue. « Vous êtes en état d'arrestation. » Carlton ne broncha pas, gardant calmement ses mains sur le coffre. Puis il a dit, « Je vous demande respectueusement de contacter votre superviseur ou de me laisser récupérer ma carte d'identité dans le véhicule. »
Vous ne pouvez pas faire de demande, rétorqua Wilburn, sa frustration grandissant. Tu attendras. Du coin de l'œil, Carlton voyait l'adolescent filmer, le père du garçon debout à côté de lui, les bras croisés. Personne ne parlait, mais l'air était chargé de tension. Je ne résiste pas, dit lentement Carlton, son ton étant désormais plus délibéré. Mais je dois m'identifier. Je suis le lieutenant-général Carlton Deshaies. Ma carte d'identité est à l'intérieur de cette voiture. Wilburn se moqua, visiblement sceptique. Tu espères que je croirai ça, dit-elle avec dédain. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, répondit-il calmement, vous pouvez vérifier. Mais Wilburn n'a pas vérifié. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers sa radio, parlant à voix basse, utilisant des mots comme « homme suspect » et « peut-être armé ». Carlton tourna légèrement la tête. « Je ne porte pas d'armes », a-t-il déclaré clairement. Les yeux de Wilburn se plissèrent. « Vous êtes militaire », dit-elle avec un ricanement. « Vous cachez probablement quelque chose. » Carlton cligna lentement des yeux, imperturbable. « Vous tous », dit-il doucement. Elle l'ignora, son attention désormais entièrement absorbée par sa radio. Elle a demandé des renforts pour la route de Comté 19. Carlton n'a pas interrompu. Des années de formation militaire lui avaient appris que parfois, la meilleure façon de désamorcer l'arrogance était de la laisser s'effondrer sous son propre poids. Il regarda le camion au-delà de Wilburn. L'expression du conducteur était passée d'une curiosité passive à quelque chose de plus difficile à lire. Les spectateurs ne se contentaient plus de regarder, ils devenaient de plus en plus mal à l'aise. « Vous aggravez quelque chose qui n'a pas besoin de l'être », a déclaré calmement Carlton. La réponse de Wilburn a été vive. « Vous n'avez pas le droit de me dire comment faire mon travail. »« Je ne vous dis pas comment faire votre travail, » répondit gentiment Carlton. « Je vous suggère de reconsidérer votre approche avant que les choses n'aillent trop loin. » Ses lèvres se contractèrent, comme si elle trouvait son attitude d'un calme exaspérant. Elle sortit son portefeuille, feuilletant son contenu avec peu de soin, s'arrêtant lorsque ses doigts effleurèrent une carte d'habilitation de sécurité du Pentagone. Carlton regarda sa mâchoire se serrer alors qu'elle réalisait ce qu'elle venait de découvrir. « Où as-tu eu ça ?» murmura-t-elle, l'accusation en suspens. « Je l'ai mérité après plus de 30 ans de service, » répondit Carlton d'un ton neutre. Wilburn recula, mais pas suffisamment pour reconnaître son erreur. « Tu aurais pu dire ça dès le début, » marmonna-t-elle. « Je l'ai fait, » a répondu Carlton. Son visage rougit d'embarras, mais elle n'était pas prête à admettre sa faute. « Vous ne pouvez toujours pas vous garer ici, » dit-elle, s'accrochant désespérément à sa position. « Je n'étais pas garé, » répondit calmement Carlton. « J'ai été arrêté, alors que je recalculais mon itinéraire. » Wilburn hésita, puis se retourna comme si elle se souvenait de sa voiture de patrouille. Carlton pouvait voir la lutte interne dans ses yeux. Elle pesait les conséquences de la situation, les images qui pourraient être capturées et l'histoire qu'elle raconterait. « Il faudra attendre l'arrivée du député, » dit-elle en se détournant. « Très bien, » a déclaré Carlton, « mais quand il arrivera, j'aimerais passer un appel. » Elle lui lança un regard sceptique. « Tu appelles ton avocat ?» ?»« Non, » répondit-il. « J'appelle le ministère de la Défense. » Elle le regarda, sans voix pendant un moment. Les sirènes au loin devenaient plus bruyantes, se rapprochant. Une autre unité était en route, mais cela prendrait encore au moins 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, tout allait changer. La présence de passants et l'enregistrement de leur téléphone ont fait de ce moment un moment qui ne pouvait être ignoré ou écarté. Lorsque Wilburn perdit le contrôle, elle réagit davantage par panique que par professionnalisme. Elle a aboyé, « Carlton, ne bouge pas. » « Je me suis déjà identifié, » répéta Carlton d'une voix inébranlable. « Vous continuez à gêner une enquête judiciaire, » rétorqua-t-elle en lui attrapant le poignet. Carlton serra la mâchoire mais ne résista pas. Il n'en avait pas besoin. Elle lui tordit le bras, le forçant derrière son dos, et lui passa les menottes, leur métal mordant son poignet. Le bruit du verrouillage des menottes résonna sur la route. La voix de l'adolescent était basse mais ferme. « Tu penses que les choses vont mal tourner ?» murmura-t-il. « C'est toujours le cas » répondit doucement Carlton. Sans un autre mot, Wilburn le poussa vers sa voiture de patrouille. Le gravier craqua sous ses pieds, mais Carlton ne trébucha pas. Il ne riposta pas, mais il sentit la force dans ses mouvements, sa poigne était serrée, son ton dur. Elle essayait de prouver quelque chose,
mais ce n'était pas lui qui avait besoin d'être convaincu. Elle l'a poussé sur la banquette arrière de la voiture de patrouille sans explication, sans aucun droit de Miranda, sans aucune raison pour son arrestation. « Vous allez le regretter », a crié une voix dans la foule. C'était l'homme du camion, sa voix ferme, son ton traînant du sud clair. « Occupez-vous de vos affaires », a lancé Wilburn, mais la voix de l'homme était résolue. « Oui », répondit-il. Et juste comme ça, l'équilibre des pouvoirs avait changé. L'attention s'était détournée de l'officier vers les actions de l'officier, et le monde regardait. « C'est mon affaire maintenant. » Wilburn claqua la portière de la voiture avec force, le son résonnant dans le silence tendu. Elle s'est précipitée vers l'avant de son véhicule, d'un pas rapide et agité. Une fois là-bas, elle se pencha à l'intérieur, ses mains tâtonnant sur la radio, essayant désespérément de reprendre le contrôle de la situation. Mais sa voix tremblait d'anxiété. Derrière elle, sur la banquette arrière, Carlton était assis, les mains menottées derrière lui. Il respirait profondément, se concentrant sur chaque respiration en 1, 2, 3 de manière régulière et contrôlée. Le silence dans la voiture était épais et il pouvait sentir la tension monter. Carlton ne savait pas qui Wilburn pensait impressionner en gérant la situation elle-même, en envoyant les caméras enregistrer, mais il était clair qu'elle était sur le point de perdre son sang-froid. Il pouvait entendre la peur s'insinuer dans ses paroles alors qu'elle décrivait la situation aux unités d'intervention, la panique évidente dans sa voix. Il était évident qu'elle n'avait pas entièrement vérifié son identité, ni revérifié le numéro de téléphone du Pentagone qu'elle tenait en main. Elle n'avait même pas remarqué le petit détail presque insignifiant, le dispositif en forme de boudin cousu dans le col de la veste posé sur la banquette arrière, détail qui lui aurait tout dit. Mais quelqu'un d'autre l'avait déjà compris. Un adolescent marchait dans la rue, les yeux rivés sur son téléphone alors qu'il zoomait sur la scène qui se déroulait. Il portait une veste arborant l'inscription « US Army », un signe petit mais indubitable qui indiquait quelque chose bien au-delà de la compréhension de Wilburn. Carlton se pencha légèrement en avant et murmura à son père, « Tu as compris » ? « Oui », fut la réponse calme. L'insigne, les étoiles, puis une seconde sirène traversèrent l'air, rejoignant la première. Les yeux de Carlton se tournèrent vers la fenêtre et il vit 2 autres voitures de patrouille s'arrêter derrière celle de Wilburn, l'une indiquant le bureau du shérif du comté, l'autre la patrouille de l'État. L'adjoint Lamarby, un homme grand aux larges épaules et à la barbe poivrée, ne fit aucun geste immédiat pour dégainer son arme. Au lieu de cela, il s'est approché avec un calme délibéré, marchant vers Wilburn, qui se tenait maintenant debout, les bras croisés, à sa rencontre à mi-chemin. Bien que Carlton ne puisse pas entendre leur conversation, il pouvait voir Wilburn faire des gestes extravagants, ses mains bougeant dans des mouvements brusques et agités. Boyd, un autre adjoint, qui se tenait à proximité, a regardé brièvement la voiture de patrouille, puis s'est approché de Carlton. Sans un mot, il ouvrit la porte arrière. « Bon après-midi, monsieur », le salua Boyd d'un ton neutre. « Puis-je vous demander votre nom » Carlton leva les yeux, son visage illisible. « Lieutenant-général Carl Tony, armée des États-Unis. » Boyd cligna des yeux, visiblement surpris par la réponse. « A-t-elle vérifié votre identité » Elle l'avait en main, répondit simplement Carlton. Boyd hocha brièvement la tête, fermant la porte sans autre commentaire. Il se dirigea ensuite vers Wilburn, et tous deux s'écartèrent, parlant à voix basse. La posture de Wilburn s'était raidie, son langage corporel devenant défensif. Boyd jeta un rapide coup d'œil à la foule rassemblée, puis retourna à la voiture de patrouille. Quelques instants plus tard, il rouvrit la porte. « Monsieur » dit Boyd, sa voix toujours mesurée. « Voulez-vous passer un appel » Carlton hésita un instant. « Oui, il y a quelqu'un à qui je dois parler. » Sans perdre une miette, Boyd sortit son téléphone et le tendit à Carlton. L'affaire a bien dépassé le simple cas d'une erreur d'identité, il s'agit désormais d'une question de responsabilité. Carlton, toujours menotté et ressentant l'inconfort de ses attaches, saisit le téléphone de l'adjoint. Les menottes rendaient la situation gênante, mais ses doigts restaient stables. Il connaissait le numéro par cœur, c'était l'une des rares lignes directes dont il disposait au sein du ministère de la Défense. Le téléphone sonna une fois, 2 fois. Puis une voix répondit. « Le major Kandal parle. C'est le général Carl Tony. Je suis détenu illégalement par les forces de l'ordre local dans le comté de Schleswig, en Géorgie. Je suis à l'arrière d'une voiture de patrouille. J'ai besoin qu'une vérification soit envoyée immédiatement. » La voix de Carlton était ferme, même s'il y avait une pointe de retenue.
Il y eut une légère pause avant que la voix à l'autre bout du fil ne réponde. Êtes-vous en sécurité? J'ai besoin d'une vérification de votre identité et de vos informations d'identification. Autour d'eux, plusieurs passants enregistraient la scène avec leur téléphone. Le policier n'a pas suivi le protocole depuis le début, murmure l'un d'eux. Cela s'aggrave rapidement. Je sais que vous êtes toujours en ligne, dit le major Kandal, sa voix étant désormais plus aiguë. Nous contactons la liaison du Pentagone et la police militaire. Attendez-vous. Il y eut un déclic lorsque la ligne changea, et une autre voix se fit entendre. Voici le commandant Rêve, monsieur. Nous suivons vos coordonnées maintenant. Les autorités locales recevront notre contact dans moins de 10 minutes. Carlton expira profondément. Merci, monsieur. Veuillez rester calme. Avec un dernier clic, l'appel prit fin et Carlton rendit le téléphone à Boyd. Boyd ne dit pas un mot, mais ses yeux se tournèrent brièvement vers Wilburn, toujours debout près de sa voiture de patrouille, avant de partir pour passer son propre appel. Carlton pouvait entendre des extraits de sa conversation. Oui, monsieur, c'est ce qu'il a dit. Confirmé. Je resterai avec lui. Les minutes passèrent. Wilburn restait immobile, le visage figé dans un masque de tension. Ses yeux parcouraient les différents écrans de son téléphone, comme si elle recherchait une forme de clarté, mais pendant ce temps, le monde extérieur avançait, indifférent à sa lutte. Puis, le bruit des pneus neufs sur le gravier parvint aux oreilles de Carlton, mais ce n'étaient pas les voitures de patrouille habituelles. 3 SUV noirs se sont arrêtés dans la zone, leurs vitres obscurcies bien au-delà des limites légales. Les véhicules se déplaçaient avec un air d'autorité indéniable, traversant la scène avec une aisance qui en disait long sur l'importance des personnes à l'intérieur. Les SUV se sont arrêtés, l'un placé juste devant la voiture de Wilburn, l'autre derrière, formant une barrière parfaite. Les portes s'ouvrirent avec une précision militaire. 2 hommes en costume sombre, leurs écouteurs à peine visibles, sortirent des véhicules, suivis d'un 3e personnage, un militaire, grand et imposant, portant l'uniforme du colonel Herold, un nom bien connu dans les cercles militaires, bien que probablement étranger à Wilburn. Sans hésitation, le colonel dépassa Boyd puis Wilburn, se dirigeant directement vers la voiture de Carlton. Sans un mot, il ouvrit la porte arrière. « Monsieur G », dit le colonel, sa voix calme mais teintée de tension. « Est-ce que ça va ?» Carlton hocha légèrement la tête. « Oui, juste un peu de fierté meurtrie. »« Nous avons tout sous contrôle maintenant », dit le colonel Herold en se tournant vers Boyd. « Qui commande ici ?» Boyd leva la main, même si son mécontentement était évident dans son expression. « Je suis ici depuis 10 minutes. » Cet officier, fit-il signe à Wilburn, a initié l'arrêt. Herold se tourna vers Wilburn, le regard inébranlable. « Savez-vous qui est cet homme ?» lui a-t-il demandé. Wilburn se redressa, même si son attitude était désormais plus défensive que confiante. « Il n'a pas fourni de pièce d'identité valide jusqu'à ce que vous lui mettiez les menottes, a-t-elle déclaré, la voix hésitante. J'agissais sur la base de soupçons. Il a refusé d'obtempérer. La voix d'Herold baissa, le poids de ses mots s'imprégnant. Il vous a donné son nom et son titre. Vous aviez sa carte d'identité fédérale. C'est un général 3 étoiles, et vous l'avez enfermé dans une voiture. Wilburn ouvrit la bouche pour argumenter, mais aucun son n'en sortit. La réalité de la situation s'installait comme un poids lourd. Je vous suggère de garder le silence à partir de maintenant, conseilla le colonel Herold. Cela a été signalé à votre département, au shérif et au procureur général de l'État. Wilburn restait immobile, la bouche s'ouvrant et se fermant sans bruit. L'adjoint Boyd, quant à lui, était distrait, s'éloignant pour parler à sa radio, demandant au répartiteur d'appeler le shérif du comté. Il ne lui jeta même pas un regard. Carlton, libéré de la voiture de patrouille, resta silencieux. Les menottes avaient laissé des marques sur ses poignets, la peau légèrement irritée par la pression, mais il ne les avait pas frottés ni ne s'était plaint. Quelques passants s'étaient approchés tranquillement, incertains de ce qui allait se passer ensuite. « Monsieur » a demandé le colonel Herold, « souhaitez-vous porter plainte ?» Carlton observa la scène, son regard s'attardant sur Wilburn puis sur la foule rassemblée, les téléphones enregistrant toujours. Le public grandissant murmurait avec curiosité et jugement. Sa réponse fut calme mais délibérée. « Pas encore. Je veux qu'elle soit tenue responsable devant les bonnes personnes, pour que le public puisse les voir. Certaines leçons n'ont pas besoin d'être criées,
Elles ont juste besoin d'être vues. La foule était désormais nombreuse de spectateurs. Les chuchotements couraient comme une traînée de poudre à travers le groupe rassemblé, tandis que des vidéos inédites circulaient déjà sur les réseaux sociaux avant même que le soleil ne commence à plonger sous l'horizon. Wilburn se tenait près de sa voiture de patrouille, les bras croisés si étroitement que ses jointures étaient devenues blanches. Elle ne parlait pas, ne croisait le regard de personne, mais le changement dans son comportement était palpable. Ce qui avait commencé comme un effort pour affirmer son autorité était maintenant devenu un dénouement tranquille. Son insigne, autrefois symbole de pouvoir, semblait désormais ne porter que le poids d'un examen minutieux. Ce n'était plus un emblème de commandement, c'était juste une plaque de métal, vulnérable et exposée. C'est alors que le shérif du comté de Schlegg, Roger Nix, est arrivé, son camion soulevant de la poussière alors qu'il roulait lentement sur les lieux. Les phares du véhicule étaient éteints et pendant un instant, l'homme n'est pas sorti. Il était assis là, observant la situation qui se déroulait, les SUV fédéraux, l'atmosphère tendue, le général debout près de la berline noire. Lorsqu'il descendit enfin du camion, la foule semblait retenir son souffle. Même les oiseaux semblaient avoir arrêté de chanter. « Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ici ?» a demandé le shérif Nix d'une voix calme et mesurée qui a immédiatement retenu l'attention. Malgré la gravité de la situation, son ton portait la présence de quelqu'un habitué à commander n'importe quelle pièce, sans élever la voix. Le colonel Herold s'avança, répondant au nom du groupe. « Shérif Nix, je suis le colonel Herold du département de l'armée. Un de vos officiers a illégalement arrêté un général. » Les yeux du shérif Nix se tournèrent entre Herold, Carlton et Wilburn. « Tracy, est-ce vrai ?» il a demandé. Wilburn hésita, sa voix hésitant alors qu'elle parla enfin. Il a refusé d'obtempérer. Son véhicule semblait suspect. J'ai suivi la procédure du département. Les yeux du shérif Nix se plissèrent et il posa la question la plus critique de toutes, « Avez-vous vérifié ces plaques d'immatriculation ?» La voix de Wilburn était presque un murmure. « Non. » Avez-vous vérifié la pièce d'identité qu'il vous a donnée? Une fois de plus, Wilburn hésita, sa confiance complètement érodée par le poids de la situation. Je ne pensais pas que c'était réel. Le shérif Nix se tourna lentement vers elle. Il ne pensait pas que c'était réel? Tracy, cet homme aurait pu vous faire renvoyer avec un simple coup de téléphone, et il ne l'a pas fait. Ce seul fait devrait vous faire réfléchir, vous ne pensez pas? Le visage de Tracy Wilburn rougit de nouveau de colère, mais elle ne répondit pas. Le shérif Nix fit un pas en avant, s'approcha de Carlton et lui tendit la main. Le général, a-t-il commencé, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé sur mon autoroute. Je ne trouve pas de mots assez forts pour exprimer mes regrets. Carlton lui serra fermement la main, ne montrant aucune amertume, seulement un profond sentiment d'épuisement. Il n'avait aucun ressentiment envers le shérif. Il a répondu, mais ce qui se passera ensuite ne me concerne pas. Il s'agit de ce qu'elle a fait alors qu'elle pensait que personne d'important ne la regardait. Le shérif jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à la foule. Eh bien, il semble que beaucoup de gens regardaient. Et j'ai le sentiment. Il y avait bien plus dans cette histoire. Le colonel G. acquiesça, ayant déjà déposé une plainte officielle par les voies du ministère de la Justice. La conduite en question n'était pas simplement imprudente, elle était illégale. Tracy Wilburn fit un demi-pas en avant, comme si elle était sur le point de dire quelque chose pour sa défense, mais elle aperçut ensuite le téléphone portable toujours braqué sur elle, et les mots moururent dans sa gorge. De la part du shérif Nix, « Tracy, je vous mets en congé administratif immédiat », a-t-il déclaré, sa voix coupant l'air tendu. « Donnez-moi votre insigne et votre arme à feu. » Ce n'était pas une demande. Ses mouvements étaient délibérés, lents, cherchant d'abord son insigne, puis son arme. Lorsqu'elle les lui remit à contre-cœur, il ne lui accorda même pas un regard. Il se détourna d'elle et fit face à la foule des spectateurs, tenant son insigne comme un lourd fardeau. Nous laisserons les enquêteurs s'occuper du reste de l'affaire, mais permettez-moi d'être clair, a-t-il déclaré, sa voix étant suffisamment forte pour que tout le monde puisse l'entendre. Ce n'est pas ainsi que nous traitons les gens dans mon comté. Personne, peu importe qui il est, ne mérite ce que j'ai vu dans ces vidéos. Un adolescent s'avança, tenant son téléphone à la main. Monsieur, voudriez-vous que je vous envoie une copie des images? Demanda-t-il en offrant un petit sourire. Oui, merci pour le tournage, a répondu le shérif. Le jeune homme hocha la tête, silencieux mais visiblement fier. Carlton se tourna vers sa voiture.
Il récupéra sa veste sur la banquette arrière, l'enfila et ajusta le col. Les étoiles sur ses épaules brillaient dans la lumière déclinante. Pendant ce temps, Wilburn lui tourna le dos et se dirigea vers sa voiture de patrouille, mais elle n'allait nulle part. L'adjoint Boyd l'avait suivi et, sans hésitation, lui avait remis les clés. Elle n'irait nulle part pas avant d'avoir répondu aux questions devenues inévitables. Ce qui avait commencé comme un contrôle routier de routine s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus vaste, une déclaration. Le lendemain matin, la vidéo avait déjà fait l'actualité nationale, commençant par un bref clip de 30 secondes mis en ligne par un adolescent nommé Miles Riordan. Il s'est rapidement transformé en une version éditée qui a duré plusieurs minutes, accumulant plus de 2 millions de vues en moins de 12 heures. Les hashtags étaient reconnaissables, #Schlegg-County General et #Profiling on Camera. Des fourgons de presse ont commencé à s'aligner sur l'accotement de l'autoroute 280 à midi, leurs antennes paraboliques pointées vers le ciel comme des vautours tournant autour d'une scène de crime sauf, bien sûr, qu'aucun crime n'avait eu lieu, du moins pas de la part de l'homme menotté. Le général était parti tranquillement la veille, choisissant de ne pas s'exprimer publiquement. Pas de conférence de presse. Pas d'interviews enflammées. Juste un bref appel privé à sa femme et un long et tranquille trajet de retour à Fort Benning. Il n'a jamais élevé la voix, n'a jamais appelé à protester et, ce faisant, a fait résonner l'histoire encore plus fort. Le bureau du shérif, quant à lui, avait publié une déclaration brève et stérile, qui n'était guère plus qu'une formalité. Nous sommes au courant de l'incident impliquant l'agent Tracy Wilburn et un automobiliste non identifié. L'affaire fait l'objet d'une enquête interne. Ils ont omis de mentionner que, l'automobiliste non identifié, avait plus d'expérience en commandement militaire que tous leurs officiers réunis. Mais cela, le public le savait déjà. Dès le deuxième jour, des manifestations avaient commencé à se former devant le bureau du shérif. Pas des milliers, mais suffisamment pour faire trembler les fenêtres, suffisamment pour capter l'attention des stations locales de Géorgie. Des vétérans se tenaient dehors, tenant des photographies, certains en uniforme, d'autres à la Maison Blanche, recevant des médailles du président. Le poids de la situation a commencé à peser sur toutes les personnes impliquées. Les journalistes ont mis au jour les plaintes antérieures de Wilburn, 3 griefs officiels déposés au cours des 2 dernières années, tous rejetés sans grande fanfare. 2 d'entre eux impliquaient des conducteurs noirs, et le 3e provenait d'un homme qui affirmait que Wilburn l'avait suivi chez lui et avait émis une contravention pour « attitude ». Le passé, semblait-il, l'avait rattrapé. Wilburn a gardé le silence, mais son avocat a publié un déni standard, « Ma cliente a agi dans le cadre de sa formation et n'a violé aucune procédure établie. » Mais aucune formation ne pourrait justifier les actions filmées. Aucune procédure ne permettait de menotter un homme sans motif. Pendant ce temps, le général restait discret. Il n'a pas demandé d'interview ni fait de déclaration. Son seul commentaire public a eu lieu lors d'un petit forum d'anciens combattants à Columbus, en Géorgie, 3 jours plus tard. Il n'était même pas censé être couvert par les médias, mais quelqu'un dans la foule l'a quand même enregistré. Debout sur un podium en bois dans une modeste salle paroissiale, vêtu de son uniforme et les mains jointes devant lui, le général a pris la parole. « J'ai été confronté à l'hostilité sur un sol étranger », a-t-il commencé, la voix calme. « J'ai travaillé sous des administrations qui ne voulaient pas de moi dans la salle, mais je ne me suis jamais senti plus petit que de ce côté de la route en Géorgie du Sud. » Il a fait une pause, laissant les mots pénétrer. « Mais je ne porterai pas de colère. Ce n'est pas ce dont ce pays a besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de responsabilité et, plus important encore, d'honnêteté. Nous ne pouvons pas réparer ce que nous refusons de reconnaître. » La salle est devenue silencieuse, pas d'applaudissements, juste une reconnaissance collective de ses paroles. Le shérif Nix a annoncé plus tard que l'enquête interne était terminée et que Tracy Wilburn avait été licencié de son poste. Le comté a évoqué un recours excessif à la force, une violation du protocole et un abus d'autorité. Cependant, à huis clos, le shérif Nix a dit quelque chose de différent à son équipe. Il a déclaré que Wilburn avait été surprise en train de faire quelque chose qu'au fond, tout le monde savait qu'elle faisait. Ceci, a-t-il dit, devrait être la véritable source de notre honte. Son licenciement n'a pas apaisé les protestations du public, mais il a marqué un changement. Les écoles ont commencé à organiser des discussions sur le respect et le pouvoir. Les journaux locaux ont publié des éditoriaux non seulement sur le racisme, mais aussi sur l'obéissance aveugle à l'autorité. La famille Riordan, c'est-à-dire ceux qui avaient filmé les événements, a été invitée à Washington pour être reconnue pour son courage civique. Quant à Carlton,
il rentre à Fort Bénin et reprend ses fonctions. Lorsqu'il a parlé aux nouveaux cadets, il leur a donné un conseil clé. Vous portez cet uniforme avec honneur, a-t-il déclaré, mais sachez que certaines personnes vous verront toujours pour ce qu'elles veulent voir. Ne laissez jamais cela vous empêcher de vous lever. Parfois, la justice n'est pas bruyante. Elle est constante et elle n'oublie jamais. 3 semaines plus tard, la poussière était retombée, mais l'histoire ne s'est pas effacée. Il a continué à circuler dans les salles de classe des collèges, dans les salons de coiffure des petites villes et le dimanche matin autour d'un café. Les gens ne parlaient pas seulement de ce qui s'était passé, ils se demandaient pourquoi cela continuait à se produire. Pourquoi un homme peut-il servir son pays pendant plus de 30 ans, commander des milliers de soldats, combattre dans des batailles et être toujours considéré comme une menace en raison de la façon dont les autres le perçoivent? Le général, cependant, n'a jamais sombré dans le statut de victime. Ce n'était pas sa nature. Mais il n'a pas non plus fait comme si de rien n'était. Il croyait en la transparence. Selon lui, une dignité tranquille, guidée par la présence et non par le volume. Bien qu'il ait décliné plusieurs demandes d'interviews télévisées, il a accepté une invitation à prendre la parole lors d'une conférence sur le leadership à Tallahassee. L'auditorium n'était pas rempli de militaires ou de journalistes. Au lieu de cela, il était rempli d'enseignants, de premiers intervenants et d'élèves du secondaire, des gens ordinaires. Debout au micro, vêtu d'un simple costume sombre, le général a commencé. « Je veux parler de ta tenue », commença-t-il, la voix mesurée. Pas de silence. Pas de passivité. Une vraie retenue. Celle qui demande une vraie force. Parce que quand on vous fait du tort, quand vous êtes humilié, quand vous ripostez, le pouvoir ne dépend pas de la force avec laquelle vous frappez. Il s'agit de la mesure dans laquelle vous choisissez de ne pas le faire. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les gens vous voient, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez lorsqu'ils se trompent. Et ce choix, c'est là que réside le véritable pouvoir. Un jeune homme au premier rang, un musicien ambulant, a levé la main. « Comment es-tu resté si calme ce jour-là » demanda-t-il, un léger sourire aux lèvres. « Parce que ma vie ne s'est pas déroulée à ce moment-là » a répondu le général. Elle l'était. Elle ne connaissait pas mon histoire, mais moi si. Si quelqu'un lui avait demandé plus tard s'il était en colère, sa réponse aurait été simple, oui. Mais il ne l'a pas portée. Au lieu de cela, il l'a utilisée. La colère, lorsqu'elle est portée, vous alourdit. Mais lorsqu'elle est utilisée correctement, elle vous donne de l'énergie. Elle vous fait parler quand ça compte. Dans le comté de Schlegel, les choses ont commencé à changer. Un nouveau programme de formation a été introduit pour chaque agent, axé non seulement sur la politique mais aussi sur la perception. Les députés étaient désormais tenus de suivre une formation sur les préjugés implicites, non pas à titre de punition, mais à titre de correction. Le shérif Nix, malgré ses propres défauts, a pris la décision de faire appel à des consultants indépendants, des personnes qui n'avaient jamais porté de badge mais qui avaient elles-mêmes fait l'expérience du profilage. Des panels communautaires ont été formés et des conversations difficiles ont commencé. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Le nom de Tracy Wilburn a lentement disparu des gros titres. Elle a déménagé dans un autre comté et, selon certaines sources, a trouvé un emploi dans la sécurité privée. Pas de badge. Aucune arme. Juste un uniforme avec son numéro inscrit sur la poitrine. La famille Riordan, quant à elle, a repris sa vie normale. Mais Miles, l'adolescent qui avait filmé les images, a continué de laisser sa marque. Il a lancé une chaîne YouTube, engageant des enseignants, des anciens combattants et des membres de la communauté sur l'intégrité et la justice. Sa première vidéo, intitulée « Je ne savais pas qui il était, mais je savais ce qui n'allait pas », a été vue 500 000 fois au cours de sa première semaine. Carlton a regardé la vidéo un soir, tranquillement. À la fin, il éteignit son écran, se leva et sortit. L'air était frais et le ciel portait encore le rose et l'orange pâle du coucher de soleil. Il ne ressentait aucune fierté. Il ne s'est pas senti justifié. Il savait juste que rester calme avait finalement fait toute la différence. Ce n'est pas son rang qui révèle l'injustice. C'était la façon dont il se comportait lorsqu'on lui manquait de respect. Et ce n'est ni une conférence de presse ni un discours qui ont fait le changement. C'était de la retenue. C'était la présence. C'était la vérité, filmée au téléphone, partagée par des inconnus qui ont forcé un coin du monde à se voir différemment. Parce que parfois,
La forme de protestation la plus puissante consiste simplement à rester immobile pendant que tout le monde regarde.